RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec notre invité, avec Frédéric Rivière, François de Rugy, donc candidat écologiste à la primaire, vice-président de l'Assemblée nationale et député de Loire-Atlantique. Alors, on a parlé d'écologie, de ces débats, du troisième débat qui a lieu d'ailleurs ce jeudi. On va parler d'Emmanuel Macron parce que tout de même, le phénomène ne faiblit pas, la bulle continue à grossir. Donc, alors que les socialistes débattent, eh bien, lui, il fait ça le comble partout. Il semble avoir de plus en plus de ralliements. On dit Ségolène Royal, elle a mis le tampon. François Hollande, ça l'est un peu moins. Est-ce que vous pourriez, vous seriez tenté par l'aventure Macron après les primaires, parce que vous savez très bien que vous n'allez pas gagner. Donc, est-ce que vous allez le rejoindre, par exemple, plutôt que de rester dans votre parti qui est formidable, mais est-ce que vous allez rejoindre un parti plus gros ? Ça aurait été bien que Emmanuel Macron accepte de débattre. Et d'ailleurs, quand vous parliez des débats de la primaire et que vous parliez d'Emmanuel Macron, j'ai cru que vous nous annonciez qu'il allait participer au dernier débat. Mais plus sérieusement, c'est dommage qu'il n'ait pas voulu participer, parce que si justement il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, s'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces meetings, qui ont adhéré à son parti, qui font des dons à son parti, eh bien, toutes ces personnes auraient sans doute voté pour lui dans la primaire. Oui, mais on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Ma question est... mais c'est quand même une responsabilité qui est importante. Et lorsque la primaire sera terminée, lorsque le vote aura eu lieu, et vous me permettrez de commenter les résultats et d'en tirer des leçons, il faudra en tirer des leçons lorsque le vote aura eu lieu, par respect pour les électeurs et les électrices de gauche qui viendront à la primaire. On va quand même attendre que le vote ait eu lieu. Je crois quand même que la primaire de la droite doit nous enseigner, et enseigner surtout aux commentateurs, une certaine prudence quant au scénario écrit à l'avance, ou quant quasiment le résultat est décrit de façon péremptoire avant que les gens aient voté. Pourquoi, quand je disais que vous n'alliez pas gagner, vous pensez que je peux me tromper ? En tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous êtes capable de dire quels seront les deux finalistes. Il y a eu, par exemple, il y a eu une surprise incroyable dans la primaire de la droite. Moi, je ne me prends pas pour François scénario totalement inattendu vous paraît possible dans cette primaire de gauche, y compris votre victoire ? Je crois d'abord que la politique, c'est pas le PMU. Donc on n'est pas là pour faire le tiercé, le quarté ou le quinté dans l'ordre ou dans le désordre. C'est très bien pour ceux qui jouent aux chevaux, mais quand on fait de la politique, on se bat pour convaincre sur des idées. Et puis ensuite, on respecte le verdict des urnes. Moi, je respecterai le résultat de la primaire. Le but de la primaire, c'est de créer une dynamique de rassemblement. Donc chaque chose en son temps. Pour répondre à votre question sur Emmanuel Macron, moi, je ne vais pas brûler les étapes. Je dis première étape, le premier tour de la primaire, deuxième étape, deuxième tour. Comme personnage, comme politique. Moi, j'ai toujours dit... À l'appui de cette question, vous dites dans votre projet pour la primaire, je pense que la société française souffre d'être trop souvent bloquée par des logiques partisanes d'un autre âge, par des corporatismes paralysants, par un conformisme politique. Ça n'est pas finalement le discours de Macron aussi, ça ? Je l'ai dit à la fin du premier débat aux Français qui nous regardaient, 4 millions de personnes, je leur ai dit, ne vous laissez pas dicter par le conformisme des partis ou des médias. Ça ne vous rapproche le pas, choix, ça, il est pas libre. Le même discours qu'Emmanuel Macron, finalement ? Par certains côtés, moi, je trouve intéressant qu'Emmanuel Macron renouvelle la vie politique française. J'ai toujours été pour le renouvellement. D'ailleurs, dans la primaire de la gauche, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de renouvellement sur les idées et puis au moment du vote. Mais c'est les Français qui décideront. Et puis après, je dis quand même qu'il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un autre problème, au moins une question sans réponse, c'est Emmanuel Macron, président. Quel est le gouvernement ? Quelle est la majorité parlementaire ? Quelle est la coalition ? Avec qui il travaille ? Personne ne le sait. Et là, ce ne sont pas les ralliements, sans vouloir être désagréable à l'égard de telle ou telle personne, qui vont construire l'ossature d'un gouvernement ou d'une majorité parlementaire. Beaucoup de socialistes iront rejoindre le...
Ah, Oui. mais avec des peut-être, vous savez qu'on dit Oui, que vous avez Jacques raison, Chirac, mais- quand il était maire de Paris, disait avec des si, on met Paris en bouteille, et je suis bien placé pour savoir que ça ne se fait pas. Eh bien voilà, moi je ne suis pas là pour faire de la politique fiction, pour écrire des scénarios, je suis là pour convaincre, d'abord dans la primaire de la gauche, puis ensuite il y aura la campagne de l'élection présidentielle. On dit un petit mot de François François Hollande ouais. qui samedi, au Mali, s'est livré à une déclaration sur le ton de la confidence, mais publique. Il exprime au fond des regrets de ne pas se représenter. On va l'écouter, puis vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. Durant toutes ces années où j'ai été parmi vous, j'ai été accueilli sur le sol africain et j'y ai effectué 32 visites officielles. Disant cela, je ressens un goût d'inachevé qui aurait dû finalement justifier d'autres prétentions. Un goût d'inachevé qui aurait dû justifier d'autres prétentions. Comment vous interprétez cette déclaration ? C'est très ambigu, en effet, et peut-être que ça peut donner à des interprétations, comme vous venez de le faire juste avant, qui serait qu'en fait, il regrettait de ne pas se présenter à Parce l'élection que ça peut être présidentielle. compris autrement, d'après vous ? Moi, je vais vous dire, on en a beaucoup souffert depuis 2012 de ces propos alambiqués, où il y a de multiples interprétations dans lesquelles je pense que l'auteur finit par se perdre lui-même. Et il s'y est tellement perdu qu'il n'a pas pu se représenter à l'élection présidentielle. Il n'a pas pu faire une construction politique, parce que là aussi, vous avez beau être président de la République en exercice, eh bien, pour vous présenter à l'élection présidentielle et pour gagner, il faut avoir une construction politique, une dynamique politique, un rassemblement politique électoral qui le permet. Donc moi, je n'ai pas envie de spéculer sur le sens de cette déclaration à Bamako. C'est François qui a tué Hollande, ce ne sont pas les frondeurs ou la ligne économique ou la ligne politique qui n'était pas la bonne. Les frondeurs ont fait beaucoup de tort, ça c'est sûr, c'est Hollande qui s'est à la majorité pendant 3 ans, puisque la fronde a commencé à peu près au bout de 2 ans, 1 an et demi. Mais ceci étant, la première responsabilité du quinquennat, vu notre système institutionnel, c'est évidemment le premier responsable institutionnel qu'est le président de la République. Ça, il ne faut pas se défausser de ses responsabilités. Et d'ailleurs, François Hollande ne s'est pas défaussé, puisqu'il a fini par en tirer la conclusion qu'il ne pouvait pas se représenter. Mais donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de commenter ceux qui sont déjà des commentaires. Alors, on va parler un peu de l'Europe, puisque aujourd'hui, en Grande-Bretagne, Theresa May a annoncé sa détermination à sortir du marché unique, un Brexit dur, mais par étapes. Voilà qui est enfin clarifié, puisqu'on se demandait est-ce que ça va être le soft Brexit, le hard Brexit. Eh bien, on a eu la réponse. Aujourd'hui, on écoute Theresa May. Pas une relation avec l'Union européenne qui serait partiale, ou quoi que ce soit qui nous laisse un pied dehors, un pied dedans. Voilà, donc c'est clair. Faut-il, d'abord, votre réaction, est-ce que faut-il déplorer la sortie du marché unique? Et dans un deuxième temps, est-ce que la France ne va pas en souffrir parce que nous sommes de gros exportateurs au Royaume-Uni? C'est jamais une bonne chose que l'Union européenne se désagrège, mais il faut respecter le vote des Britanniques. Ils ont voté, le choix a été fait. On ne va pas là aussi le commenter à l'infini. Il faut en tirer des conclusions concrètes. Là, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Exactement. Et moi, j'avais mis d'ailleurs dans mon projet que je souhaite que la France ait une position claire et ferme. Et d'ailleurs, François Hollande l'a eu depuis le vote des Britanniques. Le Brexit, c'est le plus tôt sera le mieux. Parce qu'en effet, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Et surtout, on ne peut pas avoir, parce que là, je ne suis pas sûr que Theresa May et les Britanniques soient toujours aussi clairs, en gros, garder certains avantages. Vous savez qu'il y a des choses liées à la finance, par exemple, sur laquelle la place de Londres a toujours eu un rôle extrêmement important, où en gros, ils ne voudraient plus avoir la moindre solidarité européenne, la moindre législation européenne, mais ils aimeraient bien continuer à avoir la libre circulation des capitaux entre l'Europe et la place financière de Londres. Ben ça, c'est fini. Ils ont fait un choix, ils en assument les conséquences. Donc, dans le fond, vous dites, c'est clair, c'est triste, mais... Transformons quelque chose qui n'était pas une bonne nouvelle au départ, comme un nouveau départ, parce que l'Europe a besoin d'un nouveau départ. Parce que l'Europe est enlisée dans une impuissance, dans une paralysie, d'ailleurs, qui fait que les Européens, évidemment, et les Français se détournent de la construction européenne, n'y croient plus. Et moi, j'ai toujours été
persuadé, convaincu que la construction européenne était utile, parce que quand je vois le défi du climat, on ne va pas le relever tout seul, nous, la France, dans notre coin. Si demain, on doit faire un bras de fer avec Donald Trump sur la question du climat, parce que lui, il voudrait que les États-Unis renient leur signature sur l'accord de Paris, eh bien, il vaut mieux faire ce bras de fer avec toute l'Europe derrière nous. Face à la Russie de Poutine, qui est sur un expansionnisme agressif, il faudrait que l'Europe sache faire le bras de fer, et en tout cas à plusieurs grandes nations européennes. On ne va pas le faire tout seul. Sur le Brexit, Theresa May dit donc pas un pied dehors, pas un pied dedans, totalement dehors finalement. C'est, dit-on, le Brexit dur. Mais elle présente ça comme un choix et on dit voilà, Theresa May a choisi. Mais est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a vraiment le choix au fond? Puisque c'est quand même les 27 qui restent, qui dictent les conditions en principe, non? En tout cas, en Europe, tout le monde sait très bien que parmi les 27 chefs d'État et de gouvernement, certains auraient été tentés, avec des calculs et des arrière-pensées pour eux-mêmes, d'ailleurs, de renégocier des nouveaux accords où en effet il y aurait eu un pied dedans, un pied dehors. Parce que peut-être que certains pays de l'Union européenne aiment bien cette idée d'avoir en gros les avantages de la construction européenne, le marché unique, le développement économique qui va avec, le fait aussi d'avoir des subsides, des subventions européennes, mais appliquer toutes les directives, appliquer une solidarité européenne, là il y en a qui ne veulent pas, qui veulent s'en désengager. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, donc Donald Trump, lui, a en tout cas sa petite idée très personnelle sur les raisons qui ont mené les Brexiteurs à faire le Brexit. On va peut-être écouter Frédéric. Donc Donald Trump, c'était hier. On l'écoute. Je crois que si le Royaume-Uni n'avait pas été contraint d'accueillir tous ces réfugiés, si nombreux avec tous les problèmes que cela comporte, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Brexit. Le Royaume-Uni a été très intelligent en sortant de l'Union européenne. Vous êtes témoin de cela, vous l'avez mis en une. Trump dit que le Brexit va avoir lieu, et c'est arrivé. Si on suit la logique de Donald Trump, d'autres membres de l'Union européenne pourraient craquer dans les années à venir sous la pression de l'immigration. Je crois surtout que le raisonnement de Donald Trump, une fois de plus, il n'est fondé sur aucune réalité, puisque la Grande-Bretagne... Theresa May parle beaucoup de l'immigration, là, oui, sa volonté d'un la Brexit Grande-Bretagne n'est pas... Y compris de l'immigration, d'ailleurs, européenne. Voilà, donc on mélange les choses, et en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec les réfugiés syriens ou afghans. Ouais. Bon. Il y avait un rejet de l'immigration intra-européenne. Oui. Ça, il faut le dire. Voilà. C'est pas la même immigration. Ce qui fait, par exemple, que les Polonais, le gouvernement polonais, qui est plutôt anti-européen, qui est plutôt sur un repli nationaliste, en revanche, il n'était pas favorable à ça parce qu'il y a beaucoup de ressortissants polonais qui ont émigré en Grande-Bretagne pour y travailler. Comme quoi, il faut toujours faire attention. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ouais. Mais ce que je veux dire concrètement, pour répondre à votre question, c'est que je crois que le vote des Britanniques, et ce qui va se passer maintenant que le Brexit va avoir lieu, va servir de leçon. Parce que là, on verra, grandeur nature, ce qui se passe quand un pays sort. Et on verra si la Grande-Bretagne y gagne. Pour l'instant, on voit bien qu'elle s'appauvrit plutôt de cette sortie de l'Union européenne. Son PIB a baissé, sa monnaie a moins de valeur. Et demain, ça facilite les exportations. Oui, mais en revanche, les implantations, par exemple, d'usines en Grande-Bretagne, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'industries qui se disent avant, c'était une porte d'entrée dans l'Union européenne, maintenant, ça ne le sera plus. Pour la place de Londres, la place financière de Londres, on voit bien que beaucoup de gens qui travaillent sur cette place financière envisagent de venir à Paris ou de venir à Francfort. Vous pensez qu'ils vont payer le prix fort ? Je pense qu'ils vont voir ce que c'est que de vouloir jouer cavalier seul. Dans un premier temps, ça paraît, on se dit, ça y est, on a peut-être retrouvé sa liberté. Mais dans un deuxième temps, d'ailleurs, déjà des gens qui ont voté oui au Brexit en Grande-Bretagne se rendent compte que peut-être ils n'ont pas fait le meilleur calcul. Et je crois que pour la France, par exemple, parce que c'est quand même un sujet en France, vu que le Front National de Marine Le Pen, il prône cette politique-là, eh bien, on va pouvoir en parler concrètement, y compris dans la campagne présidentielle. Avant de reparler de l'Europe et dans le fond de sa relance, peut-être, une question, on a vu qu'il y avait une empoignade assez violente d'ailleurs, c'est à peu près celle qu'on a retenue lors du débat, c'est sur les migrants et le reproche qui était fait à Manuel Valls, en fond, d'avoir critiqué la politique migratoire d'Angela Merkel. Mais ces politiques pro-immigration, est-ce qu'elles ne provoquent pas justement la réaction populiste ?
c'est évident que l'Allemagne a dû faire face à des problèmes extrêmement importants de toute nature. Il faut quand même savoir que l'Allemagne a dépensé 20 milliards d'euros en 2016 pour accueillir les migrants. L'Allemagne peut se le permettre. Elle avait 19 milliards d'euros d'excédent budgétaire. Nous avons un déficit de 70 milliards, je le rappelle quand même. Et puis par ailleurs... N'oubliez pas qu'en France, on a Marine Le Pen, donc le populisme... Il existe déjà, voilà. Et donc il ne faut pas en forcément Allemagne, le rendre pas responsable. trop. Mais en Allemagne, il y a un mouvement d'extrême droite qui monte. Pour autant, le débat, il n'est pas tellement là. Moi, je veux là aussi qu'on sorte... Il n'est pas tellement là. Non, mais dans la primaire de la gauche, vous disiez que prochain. ça a été un débat extrêmement vif. Je crois qu'il y a eu beaucoup de postures. Parce qu'en réalité, je ne crois pas qu'à gauche, qui que ce soit défende la liberté totale d'installation et de circulation. Et les conséquences que ça aurait. C'est un peu ce qu'elle défend quand même. Benoît Hamon avec le passeport humanitaire. Oui, le visa justement, c'est assez flou comme notion. Et moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de créer un nouveau statut. Appliquons le droit d'asile comme il se doit. Intégrons les personnes qui sont acceptées au droit d'asile. Dès qu'une personne fait sa demande d'inscription au droit d'asile, même quand il y a encore des procédures, que cette personne puisse travailler pour ne pas être obligée de dépendre des aides sociales ou être obligée parfois de se livrer à des activités du travail au noir ou des activités délictueuses. Et donc, moi, je préfère qu'on soit concret. Oui, on doit accueillir en France des demandeurs d'asile. Il faudra sans doute en accueillir plus tant qu'il y aura des guerres. Et le problème, c'est de faire le tri. Et deuxièmement, donnons-nous les moyens de le faire correctement, parce que c'est une responsabilité à assumer, et donnons-nous les moyens au niveau européen. Moi, je l'ai dit, j'étais en désaccord avec Manuel Valls sur ce point, qu'il y ait un partage, on avait appelé ça des quotas, on peut dire ça comme on veut, mais qu'il y ait un partage au niveau européen pour que l'effort de solidarité soit partagé par les uns et par les autres. J'ai envie de dire un mot de l'Europe, puisque, vous le savez, Donald Trump prend les rênes du pays... le 20 janvier, très vite. Donc avec Trump, avec la Russie de Poutine, c'est le réveil des empires. Avec Poutine, bon, ce n'est plus l'empire soviétique, c'est une sorte de dévolution. Mais enfin, en tout cas, il s'installe comme un leader fort. Et l'Europe, elle, s'affaiblit. Donc comment peut-elle et comment doit-elle devenir une puissance, une Europe, ce qu'on appelle une Europe puissance ? Il faut arrêter de penser qu'à 27, on va réussir à tout gérer, y compris la défense, et qu'on va faire une Europe de la défense à 27. C'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas 27 pays de l'Union européenne qui sont prêts à le faire. Est-ce que pour autant on ne doit ne rien faire ? Est-ce que c'est le tout ou rien ? C'est soit à 27, soit à 0. Moi, je fais une proposition, c'est qu'on reparte d'une initiative à plusieurs pays, et j'appelle ça une alliance militaire, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance militaire qui aujourd'hui est dirigée par les États-Unis. Les États-Unis de Donald Trump disent on va se désengager, il l'a encore redit, de la sécurité européenne. Et plus grave que cela, il veut faire une alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Ça, c'est totalement nouveau, puisque avant, vous disiez les empires, c'était deux empires qui se faisaient face et qui se menaient même une guerre froide. Là, il veut faire une alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Je pense que c'est de nature à réveiller les consciences européennes, et j'ai proposé que ce soit la France qui le propose à l'Allemagne et à la Pologne. Moi, j'ai discuté avec des parlementaires polonais de différentes sensibilités politiques. Ils ont au moins en commun d'être très inquiets de la puissance militaire russe. Ils sont très pro-américains. Enfin, ils étaient. Et ils étaient parce qu'ils pensaient qu'il y avait le parapluie américain, sauf que Donald Trump vient de leur dire le parapluie américain, il est replié et il va d'ailleurs maintenant être avec les Russes. De leur côté, les Allemands ne sont pas très militaristes. Les Allemands dépensent beaucoup dans leur budget militaire, mais ils ne veulent pas faire d'intervention extérieure. Donc moi, je leur dis, on peut s'allier, faire une alliance militaire, France, Allemagne, Pologne, ceux qui voudraient nous rejoindre, nous, on le feraient, pour assurer la défense de l'Europe. Pour les interventions extérieures, ça restera toujours sur le bon vouloir des États. Mais vous savez que l'OTAN, c'est une alliance militaire. Et pour autant, il y a parfois des interventions extérieures, mais seuls les pays qui veulent y participer, y participent. Moi, je pense que cette alliance militaire, elle a vocation, il faut anticiper à remplacer l'OTAN d'ici quelques années. Est-ce que vous pensez que les Allemands peuvent évoluer avec le terrorisme qui frappe à leur porte, chez eux ? Est-ce que... dans le fond, cette tradition pacifiste peut devenir un peu plus... Mais vous savez que ça a déjà évolué. Un peu moins pacifiste. Ça a déjà évolué. Et c'est d'ailleurs sous l'impulsion d'un ministre écologiste des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui a été ministre en Allemagne pendant 7 ans, de 1998 à 2005, et qui avait réussi à convaincre son propre parti, et c'était très difficile parce que les Verts allemands étaient pacifistes, et aussi sa majorité à l'époque avec les sociodémocrates, et même l'Allemagne, d'intervenir au Kosovo. Et c'était la première fois que l'Allemagne participait à une intervention extérieure, et elle avait bien fait de le faire. Donc les choses peuvent évoluer, justement, comme vous l'avez fort bien dit, sous la pression des événements. Et l'Allemagne est en train de se rendre compte
comme sans doute la France il y a 2 ans, on revient dans le tragique de l'histoire et qu'on ne peut pas rester passif face à cette situation. Vous êtes le seul écologiste à assumer ses positions sur les questions de défense, sur l'interventionnisme. C'était un des sujets de divergence avec en mais tout le effet, monde une grande réclame partie une d'Europe Europe de la Écologie Défense. Les Verts. Là-dessus, il y avait un Oui, consensus. mais c'est pour Et ça que la moi souveraineté j'en de ai tous marre attaques. des slogans. L'Europe de la défense. Oui, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire et ça ne marche Non, pas. mais c'est Chaque une fois que ça a vieille été lune, donc, testé, ça n'a pas on marché. attend qu'elle Une alliance militaire, c'est fait peut-être un Voilà. peu plus dur, mais c'est ça la réalité. Et c'est la fin de cette émission. Malheureusement. Merci François de Rugy. Je reviendrai avec plaisir. Merci Roselyne. Et Mardi Politique, évidemment, revient mardi prochain. Remercions Pauline Hellman et Audrey Yattoni qui nous ont aidés à la préparer. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Ce mois-ci dans Notre Temps, retraite. Avez-vous intérêt à partir en 2017 ? Notre Temps vous aide à faire les bons choix. Santé, les bienfaits de l'hypnose, une thérapie douce et efficace. Arthrose de la hanche ? Découvrez des prothèses vraiment innovantes. Notre Temps et son calendrier lunaire, actuellement chez votre marchand de journaux. C'est en vous voyant changer vos bouteilles de gaz qu'Antargaz a décidé de changer la bouteille de gaz. Maintenant, elle est plus maniable, plus légère, et elle se raccorde en un clic. Calypso d'Antargaz, et vous changez quand ? En ce moment, la consigne est à 5 € et le détendeur est offert.